congrès de l'ESC 2025 à Madrid, on vient de présenter des recommandations portant sur un nouveau concept. Pour en parler, je suis avec Mathieu Kernes, cardiologue à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Alors Mathieu, ce nouveau concept IMPS, c'est quoi? Alors bonjour Serge, oui en effet, ce concept de IMPS, c'est, donc je vais dire de l'anglais, je suis désolé, c'est Inflammatory Myocardial and Pericardial Syndrome. Donc en français, des syndromes de myocardite et de péricardite inflammatoires, c'est des atteintes inflammatoires du cœur. SMPI. SMPI, exactement. Et donc sous ce grand chapeau, sous cette ombrelle, on regroupe en fait deux maladies qui étaient traitées séparément, mais qui partagent tout de même des caractéristiques communes, sur le plan de la physiopathologie en partie, sur le plan des étiologies beaucoup, sur les modalités cliniques d'examen et puis évidemment sur les modalités diagnostiques. On en discutera notamment sur la part des multimodalités, de l'imagerie multimodale. Alors on explique par un lien commun à l'inflammation et puis une proximité anatomique. Exactement, il y a un continuum anatomique et puis on sait, tous les cliniciens savent depuis tout temps qu'il y a des myopéricardites ou des périmyocardites, en tout cas des péricardites qui ont un petit peu de troponine et puis des myocardites qui ont un épanchement péricardique associé. Diagnostic. Alors le diagnostic, et c'est l'une des nouveautés de ces recommandations, il repose évidemment toujours sur la clinique. Il faut avoir un symptôme compatible avec cette atteinte et les guidelines font d'abord la part belle en fonction des présentations à l'examen clinique, l'importance de l'interrogatoire et d'un examen clinique poussé. Donc une présentation soit sur un mode de douleur thoracique, soit sur un mode rythmique, soit sur un mode d'insuffisance cardiaque, mais vraiment le shift dans le paradigme est au niveau de l'outil du diagnostic. Autrefois, une myocardite c'était défini par l'histologie et une biopsie. Aujourd'hui, l'IRM prend toute sa place et on peut avoir désormais dans les critères d'une diagnostic d'une myocardite prouvée, une diagnostic prouvée uniquement sur la base d'une IRM. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de place pour la biopsie. La biopsie est toujours réservée aux formes les plus sévères, les myocardites fulminantes, les myocardites compliquées, mais pour l'immense majorité des patients, l'IRM suffira. Est-ce que c'était consensuel dans le groupe de travail auquel tu as participé? Alors je ne sais pas si je peux le dire. La règle quand même pour les recommandations de l'ESC, c'est qu'il y a un vote à 75% de la task force pour que la recommandation soit prise. Et donc on peut dire qu'il y avait en tout cas une majorité de gens qui ont voté pour ça. Je crois qu'il y a aussi de grosses différences au sein de l'Europe sur la pratique des biopsies. On n'a pas les mêmes pratiques que nos collègues allemands par exemple ou italiens. On se rapproche peut-être un petit peu plus de l'Espagne, de l'Angleterre sur la pratique de la biopsie, mais de façon consensuelle sur les myocardites non compliqués ou pour lesquels on n'a pas à proposer un traitement spécifique ou on n'attend pas de traitement spécifique, il n'y a pas aujourd'hui de place pour la biopsie. Ensuite, comment on aborde finalement le traitement? Alors, le traitement de ces IMPS, de ces syndromes inflammatoires du cœur, il est abordé d'abord sur un plan général, sur le fait qu'on peut mettre des anti-inflammatoires, de la colchicine notamment, au myopéricardite. Ça c'est nouveau, c'est une recommandation qui n'existait pas. On avait d'ailleurs longtemps gardé en tête qu'il ne fallait surtout pas donner d'anti-inflammatoires au myocardites parce que ça pouvait aggraver les choses. Donc c'est quelque chose que ces recommandations adressent. Le deuxième point, c'est que alors qu'on n'a pas d'évidence forte dans cette maladie, parce qu'il faut quand même reconnaître qu'on a malheureusement très peu d'essais randomisés, on laisse la porte ouverte à l'utilisation des corticoïdes dans la myocardite fulminante, qui est une recommandation 2A avec un niveau de preuve C, et au-delà de la myocardite fulminante, aux myocardites compliquées avec dysfonction VG. Sur les péricardites, l'énorme nouveauté, c'est l'arrivée des anti-IL1, qui sont donc des agents anti-inflammatoires qui vont cibler la voie de l'interleukine 1 et qui sont recommandés en troisième ligne. C'est-à-dire, première ligne, si vous avez une péricardite aiguë, aspirine, colchicine. Combien de temps? Alors, on est à 3 mois de traitement et on peut prolonger jusqu'à 6 mois. Je pense que les recommandations et la littérature, de toute façon, vont vers un traitement un petit peu plus prolongé des patients. Si ça ne suffit pas, c'est-à-dire on a une péricardite qui ne répond pas à cette première ligne de traitement ou qui récidive, les recommandations placent les corticoïdes en deuxième ligne, à petite dose, ce qui n'est pas une pratique française. Et viennent ensuite, en cas de récidive ou de persistance des symptômes, sous la triple association anti-inflammatoire, aspirine ou ibuprofène, colchicine et corticostéroïdes à petite dose, les anti-IL1.
En France, on n'en a qu'un à disposition, il s'appelle l'anakinra. C'est des injections quotidiennes pour une durée qui est inconnue, au moins 6 mois, et avec probablement une décroissance progressive des doses. Oui, c'est pas d'usage quotidien. Par contre, il y a un point dans ces recommandations qui me paraît important, c'est la place de la génétique. Oui, alors tu as tout à fait raison de le souligner, Serge. C'est un point probablement essentiel. On dit que c'est d'ailleurs la deuxième grande nouveauté de ces guidelines, c'est de dire que ce soit dans la myocardite ou la péricardite, d'une part, tous les patients doivent bénéficier à l'interrogatoire d'une enquête familiale poussée à la recherche d'antécédents de maladies inflammatoires, de péricardite, de myocardite, mais également de cardiomyopathie, de troubles du rythme ventriculaire. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'à peu près 10% des patients qui présentent des myocardites sont en fait porteurs d'une mutation soit sur le gène DSP, soit sur le gène titine, et qui peuvent donc bénéficier d'un dépistage génétique. Alors, ce n'est pas pour tout le monde, le test génétique. Il va falloir sélectionner les malades et les recommandations européennes fournissent un certain nombre de critères. Je ne vais pas tous les citer, mais on peut quand même noter les myocardites récidivantes, les patients qui ont un rehaussement tardif extrêmement diffus, que ce soit en nombre de segments ou même en localisation, que ce soit sur la paroi antérieure ou la paroi septale, les formes qui s'accompagnent de troubles du rythme ventriculaire ou les patients qui ont des antécédents familiaux. Vous avez un tableau presque complet et il est certain qu'on ne peut pas détailler l'ensemble de ces recommandations, mais voilà, des points importants. Le diagnostic d'abord, son caractère non invasif possible, le traitement avec au quotidien cette notion de 3 mois de traitement anti-inflammatoire, enfin d'association aspirine-colchicine, à un moment où la colchicine se fait rare. Oui, c'est vrai. Tu as raison de le souligner. C'est difficile. C'est difficile. Ça devrait changer. Ouais. La Société française de cardiologie va faire avancer les choses. Et alors, un dernier point sur le traitement, c'est la place des bêta-bloquants qui rentrent dans les recommandations dans la myocardite, quelle que soit la gravité de la myocardite, pour une durée de 6 mois, et qui sont également dans les recommandations de la péricardite pour soulager les symptômes si la fréquence cardiaque est supérieure à 75 par minute. On n'y pense pas assez que les bêta-bloquants peuvent soulager les patients sur les douleurs. Et puis le dernier point sur le traitement, c'est le sport. Le fait qu'on avait classiquement tendance à interdire de faire du sport pendant 6 mois aux patients qui faisaient des myocardites et que les recommandations ont tendance à personnaliser maintenant cette décision et qu'on peut, sur des formes non sévères, sans dysfonction ventriculaire gauche, avec une IRM rassurante, c'est-à-dire sans œdème et plus de tropoline, réautoriser le sport beaucoup plus précocement, 1 mois, 2 mois après l'épisode aigu. C'est d'autant plus important que c'est une population jeune, sportive, et qui se retrouve souvent déconditionnée à l'issue de leur hospitalisation et des 6 mois de traitement pour la myocardite. Oui, c'est vraiment important de relire ces recommandations. Il y a différents algorithmes diagnostiques et thérapeutiques qu'il faut regarder et qu'on ne peut pas détailler. En tous les cas, merci Mathieu. Merci et puis, Serge. Félicitations d'y avoir participé. Merci.